Nous avons vu comment manipuler une base de données avec ADO.NET et surtout, nous avons vu la puissance de ce framework qui permet de changer facilement ou bien de switcher facilement entre les différents systèmes de gestion de bases de données qui sont supportés, à savoir SQL Server, Oracle, Access, MySQL ou autres. D'accord. Ceci est dû à sa fameuse notation XYZ pour les classes. Nous avons vu que toutes les classes utilisent donc l'initiale XYZ. Avec XYZ, à chaque fois, c'est l'initiale du système de gestion de base de données. Ceci pour dire que les différentes classes sont les mêmes, avec les mêmes propriétés, les mêmes méthodes, ainsi de suite, les mêmes événements. Nous avons vu aussi les deux modes pour se connecter à une base de données, à savoir donc le mode connecté et le mode non connecté que propose ADO.NET. Et nous avons listé les avantages et inconvénients de de chacun de ces deux modes. De même, nous avons vu des exemples d'applications pour chaque mode. Dans cette partie, nous allons voir comment développer une application graphique C# pour la gestion d'une base de données, donc à savoir l'affichage, l'insertion, la modification et la suppression avec le minimum de code. On peut même se passer d'écrire du code, c'est suffisant, mais je vais essayer de refaire plus ou moins les comportements qui ont été effectués d'une manière dynamique pour vous montrer comment ça se passe. Donc, comme exemple, nous allons travailler sur la gestion des utilisateurs dans cette application. Vous allez voir que vous n'allez presque jamais écrire des requêtes SQL, ni utiliser, c'est-à-dire des objets data grid view avec les éléments d'accès pour accéder à une cellule, et ainsi de suite. Le tout est joué euh, en utilisant le binding. De même que pour les data tables, data row ou autres tutos, vous allez écrire le minimum de code. Donc, pour le cas connecté ou déconnecté, on a toujours besoin d'accéder aux éléments pour l'affichage et on a besoin de faire c'est-à-dire d'écrire du code pour effectuer des opérations. D'accord? Là, on va voir que l'assistant va nous permettre de faire ceci, c'est-à-dire d'une manière automatique, l'affichage pour parcourir les enregistrements, pour ajouter, pour modifier, pour supprimer, de même pour recherche. D'accord? Donc, l'application à développer est la suivante. Donc, elle est là. Donc, c'est celle-là. Donc, c'est une interface pour la gestion des utilisateurs. Déjà, j'ai la table qui a été créée dans SQL Server. Euh, ce qu'on peut faire avec cette table, ou bien cette application, cette interface, c'est-à-dire on peut se déplacer avec un navigateur, d'accord, un navigateur. On peut ajouter un nouvel enregistrement, on peut supprimer un enregistrement, on peut enregistrer. J'ai ajouté c'est-à-dire deux boutons c'est-à-dire là, pour le navigateur, pour la suppression, il supprime indirectement. Moi, je décide à ce que j'affiche un message pour valider avant la suppression, avant la modification, et de même que pour la suppression. Et aussi, on peut ajouter, c'est-à-dire une barre, un contrôle de recherche. D'accord? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, pour les prérequis, pour pouvoir réaliser cette application, des connaissances en C# sont bien sûr nécessaires. Vous allez voir qu'on vraiment, on ne va pas rentrer trop dans la programmation POO ou bien autre chose, mais on peut se limiter c'est-à-dire à l'assistant. Mais pour pouvoir apporter quelques retouches personnelles, il faut vraiment avoir des connaissances en C#. Donc, il n'est pas obligatoire de maîtriser SQL, puisque l'assistant va vous faciliter la tâche. Et bien sûr, installer un système de gestion de base de données sur lequel nous allons travailler. Ici, j'ai travaillé avec SQL Server et bien sûr, créer une base de données que j'ai nommée
biblio. Donc là, vous allez voir que les noms, c'est-à-dire que ça soit de la base ou bien des tables, même pour les champs, ne sont pas, c'est-à-dire on n'est pas obligé de les connaître. C'est pas de les connaître, on n'est pas obligé de les utiliser plutôt. Donc, comme j'ai dit, le nom n'est pas trop significatif pour cet atelier. Vous n'allez pas saisir une chaîne de connexion puisque l'assistant va le faire pour vous. Et de même pour l'accès aux tables ou bien l'accès au champ. Il faut créer une table que j'ai nommée users avec les attributs ID, int, un entier comme clé primaire, le nom, une chaîne de caractères, login de même et passe pour password. Bien sûr, vous pouvez utiliser votre propre table. Donc là, j'explique, c'est-à-dire la démarche que j'ai suivie. Bien sûr, il faut installer l'IDE Visual Studio de Microsoft. Cet atelier sera réalisé avec la version 2019. Ceci dit que ça reste, c'est-à-dire ce sont les mêmes étapes que les autres versions 2017 ou les versions plus anciennes. D'accord, pour les étapes, donc là, j'ai décidé c'est-à-dire de faire des slides avec des prises d'écran pour détailler toutes les étapes pour la réalisation de cette application. Mais à la fin, je vais le faire sur Visual Studio, c'est-à-dire en temps réel, pour vous montrer comment ça se passe. Donc, il faut commencer par ouvrir votre IDEMS Visual Studio et créer un nouveau projet. Bien sûr, c'est un projet basique de type Application Windows Forms, .NET Framework, d'accord? Là, comme on l'a déjà dit, il y a le .NET Framework et il y a le Core, d'accord? On a vu qu'il y a des limitations avec le Core et vraiment, il faut s'assurer que votre application elle est de type .NET Framework et pas Core. Donc, c'est-à-dire il faut bien filtrer et bien vérifier votre modèle d'application. Par la suite, très bien sûr, ce sont des choses que vous êtes supposé les connaître par cœur, mais ça n'empêche de les redire. Donc, par la suite, entrez les informations pour configurer votre projet, à savoir le nom de votre projet, l'emplacement, le nom de la solution et la version du framework .NET à utiliser. Moi, personnellement, je choisis toujours la dernière version stable du framework. Donc, une fois votre projet est ouvert, donc là, il faut s'assurer que l'onglet source de données est activé. C'est-à-dire, des fois, par défaut, il est toujours visible, mais des fois, par accident, par erreur, ou bien on le fait d'une manière, c'est-à-dire exprès, c'est de le fermer. Donc, si vous n'avez pas cet onglet, il faut initialiser votre vue de Visual Studio, c'est-à-dire dans Windows, et initialiser l'affichage. D'accord? Donc, une fois on a cliqué sur l'onglet, automatiquement, pour notre projet, on n'a pas encore de source de données parce qu'on va ajouter une source de données qu'on va utiliser dans notre projet. Donc, vous allez cliquer sur Ajouter une nouvelle source de données pour associer une source de données à votre projet. Donc, l'assistant vous guidera tout au long de ce de cette procédure d'ajout de source de données. Donc, il faut choisir le type de votre source de données, c'est-à-dire à partir de quelle source de données votre application va récupérer les données. Il est possible que la source de données soit une base de données, c'est notre cas, un objet déjà créé ou bien un service. D'accord? Donc, pour notre atelier, sélectionnez base de données comme type de source de données. Puisque nous allons utiliser un mode déconnecté, c'est-à-dire on va récupérer les données dans notre objet dataset et on va le manipuler. Et après, les modifications, on va les envoyer vers la base de données. Donc là, on parle d'un mode déconnecté. En contrepartie, le mode connecté consiste à, c'est-à-dire utiliser les données directement ou bien effectuer les modifications directement sur la base de données sans passer par un objet intermédiaire qui est dans notre cas, ou bien dans le cas du mode déconnecté qui est l'objet dataset, bien sûr. D'accord?
Donc, pour le modèle de base de données, vous allez devoir choisir ou bien sélectionner dataset et cliquer suivant. Donc, par la suite, il faut sélectionner une connexion vers votre source de données. Donc, si vous avez déjà ajouté une connexion, c'est-à-dire vous avez travaillé, utilisé un assistant pour ajouter une connexion à une source de données, vous allez la trouver dans votre liste de choix. Vous pouvez l'utiliser sans problème, d'accord? Sinon, on suppose qu'on n'a pas encore ajouté de connexion à une source de données. Euh, il faut cliquer sur le bouton Nouvelle connexion afin d'ajouter une connexion vers votre source de données. Donc, toujours, c'est un autre assistant qui va prendre la main. Donc là, on est devant l'assistant pour ajouter une connexion. Donc, on a déjà travaillé ceci dans le code, c'est-à-dire c'est la façon que j'utilise personnellement pour récupérer ou bien extraire la chaîne de connexion, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédemment. La chaîne de connexion elle est obligatoire pour pouvoir se connecter et puisque logiquement, il faut identifier le nom de l'instance, il faut identifier le nom de la base de données, les informations de connexion, ainsi de suite. Au lieu de faire les choses d'une manière manuelle, cet assistant qu'on peut récupérer directement via le menu Outils et sources de données le permet. D'accord? Donc, pour ajouter une connexion, vous allez utiliser l'assistant, comme c'est déjà affiché. Pour cet atelier, sélectionnez Microsoft SQL Server. Vous pouvez bien sûr choisir votre, c'est-à-dire système de gestion propre. D'accord? Là, j'ai dit que je vais travailler avec SQL Server. Donc, vous pouvez modifier bien sûr le système de gestion de base de données en cliquant sur le bouton modifier. Sélectionnez le nom du serveur, c'est le nom de l'instance installée. Généralement, c'est le nom de votre machine. Sélectionnez le nom de la base de données, supposée déjà créée. Cliquez sur le bouton tester la connexion pour tester que la connexion est bien configurée. Donc, si dans le cas où la connexion est bien effectuée, un pop-up va être affiché. Donc, cliquez sur OK pour ajouter des informations de connexion, chaîne de connexion, ainsi de suite. Donc, vous pouvez modifier les informations de connexion dans le cas où votre serveur et système de gestion de base de données utilise une autre authentification que authentification Windows. Donc, par défaut, c'est le cas pour c'est-à-dire la configuration de base, c'est-à-dire que je n'ai pas touché ou bien je n'ai pas modifié la façon où mon système de gestion de base de données doit gérer la sécurité. D'accord? Par défaut, c'est Authentication Windows. Vous pouvez cliquer sur le bouton Avancer pour modifier les propriétés de votre connexion, bien sûr. Donc là, sur cette interface, on a beaucoup de choix à effectuer. Donc, une fois la chaîne de connexion, bien la connexion a été ajoutée, donc automatiquement, vous allez la retrouver sur votre liste de choix. Vous la sélectionnez. Et donc, là, je répète que si vous avez déjà ajouté une connexion, vous allez la retrouver avec dans ce combo, dans ce liste de choix, vous pouvez la sélectionner, bien sûr. Après, cliquez sur le bouton suivant. Donc, laissez cocher oui pour enregistrer la connexion en tant que et cliquez suivant. Donc, vous conseille de ne pas modifier cette configuration et surtout de ne pas changer le nom de la chaîne de connexion. D'accord? On peut le faire, mais pour éviter d'éventuels problèmes. Donc, ce formulaire va vous permettre de choisir les objets de la base de données qui seront ajoutés et associés en tant que source de données. Donc là, cliquez pour développer le contenu de table, c'est-à-dire pour afficher la liste des tables de la base de données. Sélectionnez votre table ou bien vos tables. Vous pouvez sélectionner une ou bien plusieurs. Vous pouvez même sélectionner des vues
ou des procédures stockées si vous les avez déjà créées sur votre base de données. Donc, cliquez Terminer. Là, il faut noter que je vous conseille de laisser les noms utilisés, bien choisis par l'assistant par défaut et ne pas les toucher pour l'instant. D'accord? Donc, une fois cette procédure est terminée avec succès, vous allez voir qu'il y a une source de données qui a été créée et ajoutée à votre interface. Vous pouvez cliquer pour développer ces objets pour voir les objets que vous avez ajoutés. Donc là, j'ai ajouté, parce que j'ai choisi la table user que j'ai déjà créée sur le système de gestion de base de données. Donc là, on trouve le nom de l'objet table et avec les attributs. Donc, la source de données est prête à l'utilisation. Vous pouvez, par exemple, faire glisser, déposer. C'est ce que nous allons faire par la suite. Donc, nous allons utiliser la table pour créer un objet Data Grid View avec son navigateur et les champs de la table seront bien sûr utilisés pour créer le formulaire. Donc, à partir de cette source de données, on va créer notre formulaire. D'accord? Donc, pour la table, une fois que je la glisse, automatiquement, un objet Data Grid View avec un navigateur sera ajouté à mon interface. Je ne vais rien toucher. D'accord? Tout sera ajouté d'une manière automatique. Et pour les champs, pour les attributs de la table, je vais les glisser un par un. Bien sûr, je peux ne pas glisser tous les champs. Je glisse l'essentiel. Donc, chaque champ glissé sur le formulaire est équivalent à une étiquette et une zone de saisie. D'accord? Donc, pour la visualisation, ici, à partir de là, ça commence le travail. D'accord? Donc, je vais répéter les étapes. Vous allez devoir cliquer sur la table à partir de votre source de données et la glisser sur votre formulaire, c'est-à-dire le Windows Form. Vous allez remarquer qu'un ensemble d'objets seront ajoutés à votre projet. Donc, pour le cas visuel sur le formulaire, vous allez voir apparaître un objet Data Grid View. C'est pour la visualisation et l'affichage des enregistrements de la table. Par défaut, cet objet permet entre autres d'ajouter directement un enregistrement sur cet objet d'affichage, de visualisation, sur l'objet Data Grid View. Vous pouvez le modifier un enregistrement directement sur ce contrôle. Vous pouvez même supprimer, vous pouvez effectuer les modifications, c'est-à-dire LMD sans problème. Par la suite, nous allons désactiver cette option pour éviter c'est-à-dire les modifications effectuées par erreur de saisie sur clavier. Donc, vous allez voir un navigateur qui s'appelle Binding Navigator, qui permet de naviguer entre les enregistrements, c'est-à-dire vous allez voir qu'il y a des boutons de navigation suivant, dernier, précédent, premier, ainsi de suite, avec des boutons pour ajouter un nouvel enregistrement, pour sauvegarder les modifications, pour supprimer un enregistrement. Et pour les objets de manipulation qui ne sont pas visibles sur l'interface, mais qui seront utilisés comme objets de votre projet. Donc, il y aura une dataset. C'est un objet dataset. Un objet binding source qui sera utilisé pour, c'est-à-dire faire le lien entre les éléments et les contrôles et la base de données. Un table adapter, comme on l'a déjà vu dans le mode déconnecté, c'est le lien entre notre dataset et la source, c'est-à-dire la base de données sur le système de gestion de base de données. Et un dernier objet qui est le table adapter manager. D'accord? Bien sûr, vous pouvez redimensionner votre data grid view et l'adapter à votre affichage. Donc là, c'est l'interface qui a été créée, d'accord, après bien sûr adaptation de la taille de mon objet Data Grid View. Donc en haut, on voit qu'il y a le navigateur. Donc sur le navigateur, on voit bien sûr, comme je l'ai déjà dit, donc les boutons ou bien les contrôles de navigation. Il y a le bouton plus pour ajouter un enregistrement. Donc on a des opérations ajoutées seront effectuées directement sur le Data Grid View. C'est-à-dire que si je clique Ajouter, une nouvelle ligne sera ajoutée à la fin pour saisir les informations du nouveau enregistrement.
il y a le bouton supprimer, c'est-à-dire l'enregistrement sélectionné sur le contrôle Data Grid View. Si je clique sur supprimer, sera supprimé. Et bien sûr, donc ces étapes, c'est-à-dire ajouter, supprimer, sont réalisées sur mon objet dataset. Et c'est-à-dire, si je ne clique pas sur enregistrer, les modifications ne seront pas, c'est-à-dire, il n'y aura pas de commit, c'est-à-dire, ils ne seront pas sauvegardés au niveau de la base de données, mais juste localement sur mon objet dataset. Si par exemple, j'ajoute, je supprime sans cliquer sur enregistrer, si je ferme mon application et je la relance, je ne vais pas trouver ces modifications, c'est-à-dire ces ajouts ou suppressions. Il faut obligatoirement passer par enregistrer. D'accord? C'est ce qu'on va faire par là. C'est-à-dire par la suite, on va essayer d'ajouter deux boutons, d'accord, ou bien nos propres boutons pour, une fois j'effectue une modification, c'est-à-dire que ce soit la suppression ou bien la modification, ces modifications seront effectuées directement sur ma base de données, d'accord, sans à devoir cliquer sur enregistrer. Donc, pour la manipulation de défauts, comme j'ai dit, donc ajouter, modifier et supprimer les enregistrements sur l'objet Data Grid View. Donc, après chaque modification, c'est-à-dire ajouter modification, donc il faut toujours cliquer sur le bouton enregistrer de la barre de navigation si on veut que les modifications soient effectuées réellement euh, sur la base de données. Donc, pour désactiver l'ajout et la modification ainsi que la suppression à partir du Data Grid View, parce que là, je dis que toujours il y a une possibilité qu'il y aura des erreurs, c'est-à-dire de clic sur l'objet Data Grid View qui peuvent supprimer, modifier le contenu d'un- d'un enregistrement sans faire attention. Et logiquement, il est euh, préférable de désactiver ces opérations sur l'objet Data Grid View, d'accord, et laisser donc utiliser des boutons dédiés avec des messages de validation, d'accord. Donc, pour désactiver l'ajout, la modification et la suppression à partir du Data Grid View, sélectionnez, c'est-à-dire votre objet Data Grid View, cliquez sur la flèche qui sera ajoutée, c'est-à-dire sera affiché en haut c'est-à-dire en haut à droite de votre contrôle Data Grid View, et cliquez la flèche et décochez, c'est-à-dire activer l'ajout, activer la modification, activer la suppression. Donc c'est ainsi, donc les modifications ne seront plus possibles sur l'objet Data Grid View. Donc là, après, normalement, si on veut modifier, supprimer ou bien, c'est-à-dire ajouter plutôt, il faut euh, utiliser des zones de texte avec bien sûr des étiquettes pour faire ces manipulations. Donc, est-ce qu'on va ajouter des contrôles basiques, c'est-à-dire les text box avec des labels et faire le lien comme on a fait avec dans le mode déconnecté avec le binding, la propriété binding, ou bien est-ce que vraiment le framework propose des choses qui sont très faciles? C'est ce qu'on va voir par la suite. Donc, il est plus simple d'utiliser des zones de texte. Pour ces zones de texte, nous allons rien programmer, contrairement au cas de mode déconnecté ou pire dans le code, le mode connecté. C'est-à-dire cette configuration, bien, dans ce cas d'exemple, nous allons rien programmer, c'est-à-dire pas de code, mais plutôt on va utiliser les champs, bien les attributs de votre source de données. D'accord? Donc, sur votre source de données, nous avons, déjà, nous avons glissé la table. D'accord? Nous allons maintenant utiliser les attributs de la table. Donc, cliquez sur chacun des champs ou bien des attributs de la table dans l'onglet source de données et glissez-les sur votre formulaire. Vous allez voir que pour chaque champ glissé, lâché, drag and drop, une étiquette et une zone de texte seront créées d'une manière dynamique avec les identifiants et ils sont liés directement à votre source de données. C'est-à-dire vous n'allez rien programmer.
automatiquement, si vous lancez votre application, le premier enregistrement qui est sélectionné, vous allez voir que les zones de texte sont remplies par les informations équivalentes. D'accord? C'est de la magie, tout simplement. Donc, pour cette application, j'ai utilisé un champ pour le mot de passe. D'accord? C'est juste un exemple. Logiquement, Anna, je l'ai laissé par défaut, elle est visible et en clair. Et vous pouvez bien sûr le cacher. Donc, déjà, on a vu ceci. Donc, pour cacher le mot de passe, vous pouvez changer la propriété password char à étoile, c'est-à-dire sélectionner la zone de texte pour le mot de passe et propriété et chercher la propriété password char dans l'onglet propriété et c'est-à-dire changer le contenu à étoile pour que c'est-à-dire les informations soient cachées sous format d'étoile. Donc, vous pouvez rendre visible le champ, invisible plutôt le champ passe, c'est-à-dire le champ de mot de passe dans votre data grid view, sur votre data grid view. Donc, pour le faire, cliquez sur data grid view pour la sélectionner, cliquez toujours sur la flèche pour afficher les propriétés ou bien on parle des tâches, pour afficher les tâches de Data Grid View, cliquez modifier les colonnes et sélectionnez la colonne passe et puis cliquez modifier la propriété visible à false. Donc après, vous n'allez pas voir, c'est-à-dire voir apparaître le champ passe pour dire que un mot de passe logiquement doit être caché des étoiles ou bien notre caractère. Et bien sûr, on ne doit pas le voir visible sur le contrôle d'attaque-vecteur. Donc, ceci, c'est facultatif. D'accord? Ce n'est pas obligatoire. Donc, pour la manipulation de données, donc pour la modification, il n'y a pas plus simple. Donc, sélectionner un enregistrement sur le Data Grid View, modifier, c'est-à-dire les informations dans les zones de texte, si on veut modifier l'information de nom, ou bien login, ou bien autre chose, et cliquer sur le bouton enregistrer sur la barre de navigation. D'accord? Si de même pour la suppression, on sélectionne un enregistrement sur Data Grid View, on clique le bouton supprimer sur la barre de navigation. Pour l'ajout, cliquez le bouton ajouter nouveau, d'accord, sur la barre de navigation. Automatiquement, vous allez voir que les zones de texte seront vidées. Donc, il faut saisir ou bien remplir les informations du nouvel utilisateur et bien sûr cliquer sur le bouton enregistrer sur la barre de navigation. Donc, pour l'application sera sous cette forme, permet de faire une gestion assez complète. D'accord? Ce qu'on va faire par la suite, c'est d'ajouter des contrôles, c'est-à-dire des contrôles simples, pour permettant, parce que comme j'ai déjà dit, les contrôles c'est-à-dire les boutons suppression et modification, c'est-à-dire si on veut enregistrer les modifications sur la base de données, euh, ne donne pas le choix à l'utilisateur de valider ou annuler. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est ajouter deux boutons. Le premier pour la modification et le deuxième pour la suppression pour voir ce qui se passe derrière. C'est-à-dire, on n'est pas obligé d'ajouter ces deux contrôles, mais plutôt c'est pour voir comment ça marche et quels sont les objets à manipuler pour faire ce type d'opération. D'accord? C'est ce qu'on va faire par la suite, c'est-à-dire ajouter deux boutons. Le premier, ça sera pour la modification et le deuxième, ça sera pour la suppression d'un enregistrement. Donc, après avoir c'est-à-dire ajouté, on va programmer donc l'événement clic de chacun des boutons, d'accord? Pour le bouton modifier, c'est-à-dire je l'ai nommé BTN-Mage pour un bouton de mise à jour. Donc l'événement clic, c'est-à-dire vous pouvez double-cliquer directement sur le contrôle sur c'est-à-dire le formulaire pour ajouter cet événement, c'est-à-dire ajouter le code équivalent à l'événement bouton clic. Comme vous pouvez cliquer sur le bouton droit, propriété, et dans l'onglet propriété, choisir le sous-onglet d'événement, c'est-à-dire en éclair, et chercher le clic, l'événement clic, et cliquer sur pour afficher le code, c'est-à-dire la fonction, bien la méthode qui sera en charge de gérer cet événement.
D'accord, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté un message de confirmation. Je l'ai récupéré dans la variable DR qui est de type dialog result. C'est une énumération. D'accord? J'ai effectué en sorte à ce que c'est-à-dire il me donne deux choix, soit le OK ou bien cancel annulé. Donc, dans le cas où je clique sur OK, c'est-à-dire pour valider la modification, donc voilà le code. Donc, je vais utiliser le user binding source qui a été créé par l'assistant. Je vais utiliser la méthode endEdit pour dire que les modifications sont terminées et je vais utiliser le Table Adapter Manager avec la méthode updateAll en lui passant mon objet dataset. C'est le même principe qu'on a utilisé dans le mode déconnecté pour, c'est-à-dire mettre à jour les données effectuées ou bien réalisées sur mon objet dataset au niveau de ma base de données sur le système de gestion de base de données. D'accord? Dans le cas où l'utilisateur saisit annuler, c'est-à-dire cancel, il faut annuler ce qui a été modifié. Au niveau de dataset, on va utiliser la méthode cancel edit de mon objet user, c'est-à-dire le binding source tout simplement. Donc, de même pour le bouton, c'est-à-dire le bouton de suppression, la même chose, un message de confirmation. Dans le cas où l'utilisateur a validé, parce que là, on est dans un contexte de supprimer un enregistrement. Donc, si l'utilisateur a validé, on va utiliser c'est-à-dire la méthode remove current de l'objet binding source, c'est-à-dire l'objet ici se nomme users binding source. Je vais valider, je vais faire la même chose, c'est-à-dire finaliser les modifications au niveau de ma binding source, mon objet binding source, et apporter les modifications effectuées sur mon objet dataset au niveau de la base de données, c'est-à-dire de la table dans la base de données, dans le système de gestion de base de données, qui est SQL Server. Donc, on peut effectuer des recherches, c'est-à-dire lancer des recherches au niveau, c'est-à-dire de notre application. Pour le faire, donc, les données sont récupérées par défaut utilisant une requête select, c'est-à-dire select étoile from la table. D'accord? Et ces données seront mises dans l'objet dataset par la méthode fill du data adapter. Vous pouvez chercher dans le code généré par l'assistant, vous allez trouver ceci, comme on a déjà fait avec le mode déconnecté. D'accord? Si on veut ajouter, c'est-à-dire ajouter c'est-à-dire un remplissage, mais avec une condition de prédicat. Donc là, on va utiliser la méthode fill by, d'accord, pour remplir notre objet dataset au lieu de fill. D'accord? Pour le faire, donc cliquez sur l'objet, c'est-à-dire là, on va ajouter une autre méthode de récupération et on va l'utiliser, c'est-à-dire on va l'utiliser pour comme recherche, c'est-à-dire rechercher des informations. Par exemple, dans notre cas, on va ajouter une zone de recherche utilisant donc le nom, c'est-à-dire le nom de l'utilisateur. Donc, cliquez sur l'objet Users Binding Source et cliquez sur la flèche et après, cliquez sur Ajouter une requête. D'accord? Par la suite, vous allez voir s'afficher une fenêtre de générateur de critères de recherche. Donc, il faut sélectionner la table à interroger. Donner un nom à la requête. Par défaut, c'est fill by. Vous pouvez le modifier, c'est-à-dire modifier le nom. Ou bien, vous pouvez utiliser une requête déjà créée, c'est-à-dire si on a, c'est-à-dire on est habitué à ce HADAC, on a créé plusieurs, c'est-à-dire fill by ou bien on a HADAC, on peut les réutiliser. Donc, dans la zone 1, ici, je vais laisser les choses comme elles ont été proposées par défaut. Donc, dans la zone de texte de la requête, tapez select et bien sûr les attributs qu'on veut récupérer. Là, je vais choisir l'ensemble. À partir donc from, donc c'est une requête simple, vous pouvez la laisser, mais dans la condition du prédicat, je vais utiliser donc where, non, égal à quoi. Donc je vais utiliser donc le at, c'est-à-dire l'arrobase, et le nom de l'argument qui sera utilisé par fillby. Donc un nom, je l'ai laissé pour que ça soit représentatif, c'est-à-dire parce que ce nom sera utilisé pour
comme identifiant, bien comme étiquette de la zone de recherche. D'accord? Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. D'accord? Ce n'est pas obligatoire d'utiliser le même. Donc, d'ailleurs, j'ai utilisé non majuscule. Ou bien, si vous voulez forcer la requête pour ne pas distinguer la case, donc majuscule ou minuscule, vous pouvez utiliser le upper, c'est-à-dire les agrégats upper ou bien l'awar. Donc, c'est une astuce qu'on utilise tous, c'est-à-dire pour éviter à ce que donc la case soit vérifiée. Donc là, je force soit sur le majuscule ou bien sur le minuscule. Donc après, cliquez OK. Vous pouvez utiliser le générateur de requêtes, bien sûr. Donc il y a un bouton pour le générateur en cliquant sur le bouton de requête. Donc là, on va utiliser c'est-à-dire cette requête. On clique OK pour valider. Et après avoir validé la requête, un contrôle tool strip, d'accord, une bandelette d'outils sera ajoutée en haut contenant 3 contrôles, une étiquette, nom du paramètre, une zone de saisie, c'est-à-dire là on va saisir ce qu'on veut chercher, et un bouton pour lancer la recherche. D'accord, changer la propriété texte de ce contrôle à chercher au lieu de field by. C'est bon? Donc, on peut, par défaut, le control tool strip sera situé en haut, puisqu'on a un navigateur, donc il y aura un chevauchement d'affichage, et peut-être qu'il va cacher vos contrôles, c'est-à-dire, comme c'est mon cas, j'ai utilisé des contrôles, c'est-à-dire les ondes de texte en haut, et ce tool strip va cacher. Donc, ce qu'on va faire, c'est de changer sa disposition pour le mettre en bas. D'accord? Pour le faire, cliquez pour sélectionner ce bouton Tool Strip, cliquez sur la flèche et modifiez Dock à Bottom. D'accord? Pour changer la disposition pour en bas comme sur la figure, comme c'est montré sur la figure. Donc là, vous pouvez taper des informations sur le nom et chercher. Vous allez voir que ça marche sans problème. Donc, vous avez certainement remarqué qu'il n'est pas possible de recharger, afficher la totalité des enregistrements après recherche. C'est-à-dire si je cherche un nom, je tape chercher, automatiquement je vais utiliser le fill by, utilisant la requête que j'ai créée pour ce fill by. Et la question qui se pose, comment revenir en arrière et récupérer, c'est-à-dire récupérer l'ensemble des enregistrements. Donc là, ce contrôle ne donne pas cette possibilité. C'est un des défauts. Donc, ce qu'il faut, soit on ferme l'application et la relance, sinon, ce qu'on va faire, c'est modifier le comportement de ce contrôle. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, nous allons modifier un peu le comportement du bouton de recherche afin d'ajouter une souplesse. C'est-à-dire, je vais faire en sorte à ce que si la zone de recherche est vide, c'est-à-dire si l'utilisateur laisse la zone de recherche vide et clique sur le bouton chercher, là, je vais récupérer l'ensemble des enregistrements et automatiquement, tous les enregistrements seront affichés sur l'objet Data Grid View et mon objet de binding et data source seront remplis par la totalité des enregistrements. Donc là, euh, euh, c'est ce qu'on va programmer pour ce contrôle. Cliquez, double-cliquez c'est-à-dire en mode design, double-cliquez sur le bouton de recherche pour apparaître le code de l'événement clic de ce bouton et modifier le comportement de telle sorte à ce que si la zone de recherche n'est pas vide, donc vous allez, il faut, c'est-à-dire nous allons exécuter le fill by en lui passant le contenu de la zone de texte. C'est ce qui sera affiché par défaut. Donc là, on a ajouté ce test if et dans le cas échéant, c'est-à-dire si l'utilisateur tape le contrôle cherché avec la zone de recherche qui est vide, on va faire appel à la méthode fill pour remplir notre data table de notre objet data source. D'accord?
Donc, avant de terminer, donc, certainement, vous avez remarqué que c'est une application assez complète, c'est-à-dire permet de visualiser, permet d'ajouter, permet de modifier, de faire les modifications, les manipulations de base sur, c'est-à-dire une interface graphique qui est assez complète et on a écrit quelques codes, c'est-à-dire quelques codes C# pour faire, c'est-à-dire apporter quelques souplesses à notre application, chose qui n'est pas obligatoire. On pouvait facilement se limiter à ce que propose l'assistant de .NET. Donc, avant de terminer, je vais vous présenter les méthodes les plus utilisées pour les objets binding source et qui sont utilisés pour la manipulation des données. Donc, remove currents, on l'a déjà vu, c'est-à-dire c'est la méthode pour supprimer l'élément courant. And edit, c'est pour appliquer les modifications en attente à la source de données sous-adjacente, c'est-à-dire locale. Cancel edit, si on veut annuler l'opération de modification actuelle. Add new pour ajouter un nouvel élément à la liste sous-adjacente. Move first, move last, move next, move previous sont les méthodes utilisées, c'est-à-dire les méthodes de binding source, et là c'est users binding source, qui seront utilisées. D'accord? Donc pour l'objet adapter manager, qui est un objet d'adaptation que nous avons utilisé dans le mode déconnecté, cet objet sert d'interface de lien entre l'objet dataset qui joue le rôle d'une base de données locale et la base de données dans le système de gestion de base de données. Une seule méthode qui est souvent utilisée, c'est update all, en lui passant l'objet dataset pour mettre à jour toutes les modifications apportées à l'ensemble de données. Donc, c'est ainsi que se termine cette première partie. Par la suite, je vais vous montrer, c'est-à-dire sur le Visual Studio, comment effectuer l'ensemble ou bien la totalité de c'est-à-dire pour créer cette application avec c'est-à-dire toutes ces modifications qu'on a apportées. Donc, cette partie, je vais réaliser l'application en temps réel sur Visual Studio. D'accord? J'ai Visual Studio 2019 qui est installé. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc, j'ai ouvert une nouvelle instance de Visual Studio 2019. Je vais cliquer sur Créer projet pour créer un nouveau projet. Donc, je vais choisir, parce que là, on va travailler avec un formulaire Windows. Donc, je vais choisir Windows, c'est-à-dire Forms, taper Forms dans la barre de recherche pour faciliter ou pour filtrer les modèles. Donc, remarquez bien que j'ai application Windows Forms, d'accord, ici, et j'ai application Windows Forms avec, entre parenthèses, le .NET Framework. Donc, là, c'est avec le Core, et ici, c'est avec le .NET Framework. Je vais choisir celle-là, puisque avec le Core, il y a toujours quelques problèmes. Donc, je choisis toujours le .NET Framework pour mon cas d'application. Donc, je vais cliquer Suivant. Donc, je vais choisir comme nom du projet gestion users. D'accord? Donc, le framework, c'est le dernier install que j'ai installé. Et je vais cliquer Créer. Donc, on va attendre la création du projet. Donc, voilà mon projet qui est créé. Ce que je vais faire, c'est, premièrement, je vais ajouter une nouvelle source de données. D'accord? Je vais répéter, donc comme j'ai déjà dit, si cet onglet n'apparaît pas, c'est-à-dire source de données, d'accord, vous pouvez toujours, dans Fenêtre, rétablir la disposition des fenêtres, c'est-à-dire c'est initialiser et pour voir, parce que par défaut, cet onglet doit être visible, sauf si on le ferme ici. D'accord? Je vais créer une nouvelle
source de données. Comme j'ai dit, donc on a trois types de sources de données, base de données, services et objets. Donc là, on va utiliser comme source de données une base de données. Donc je vais cliquer suivant. Je dois choisir le modèle basé sur un objet dataset. Là, comme j'ai dit, je dois choisir une connexion vers une source de données. Si vous avez déjà, c'est-à-dire créé des connexions vers des sources de données, vous allez les trouver ici dans cette liste de choix. Pour l'instant, je n'ai aucune source de données, c'est-à-dire aucune connexion vers une source de données. Je vais en créer une. Donc, je vais cliquer sur Nouvelle connexion. J'aurai cet assistant pour ajouter une source de données. Donc, ça va prendre un peu de temps. Donc, voilà ma source de données. Je vais choisir ici la base de données. Donc, voilà mes bases de données. Donc là, je vais utiliser ma base déjà créée, qui s'appelle utilisateur. Je vais tester la connexion. OK. Comme j'ai dit, si votre système de gestion de base de données n'utilise pas l'authentification Windows, vous pouvez modifier, c'est-à-dire choisir un autre type d'authentification, remplir les informations, ainsi de suite. D'accord? Pour notre cas, c'est l'authentification Windows, je clique OK et je vais retrouver ici ma connexion de données. Donc, je peux afficher la chaîne de connexion, là voilà, d'accord? Et je clique suivant. Donc, voilà la chaîne de connexion. Donc, j'ai dit ne pas toucher pour l'instant parce qu'on n'a pas besoin de modifier. Donc, après, il faut choisir un objet de données. Donc, ce sont les éléments de ma base de données qui seront affichés ici. Donc, je m'excuse, apparemment, je me suis trompé de la base de données. Donc, je vais revenir, nouvelle base de données. Donc, la base, c'est biblio au lieu de utilisateur. Je vais tester. OK. Donc, voilà la connexion que j'ai créée tout à l'heure. Et voilà ma nouvelle connexion. Suivant. Je ne touche pas à la chaîne, au nom de la chaîne de connexion. Et voilà les objets de ma base de données. Donc là, je vais choisir d'ajouter ma table users. Si j'avais plusieurs tables, je peux les choisir pour les ajouter. Je peux choisir si j'en ai des vues, des procédures, ce que je veux. Donc voilà le nom de dataset que qui sera ajouté et je vais cliquer terminer. Donc voilà ma source de données qui a été créée avec mon objet table users et les attributs. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est, comme j'ai dit, je vais cliquer glisser. Je vais réduire ou dimensionner mon formulaire. Donc, je vais cliquer sur mon objet, ma table, et je vais la glisser sur mon formulaire directement. Donc, vous allez voir apparaître donc, le Data Grid View que je peux redimensionner. Je vais redimensionner mon. Donc là, c'est
mon objet DataGrid View, c'est mon navigateur. D'accord? D'accord, c'est de type Binding Navigator. Donc, je peux ajouter d'autres boutons, mais ces boutons me suffisent. Donc là, ce sont les boutons de navigation. C'est le bouton pour ajouter un enregistrement, pour supprimer et, comme j'ai dit, donc les modifications apportées ici ne sont pas effectuées sur la base de données. Je dois cliquer sur le bouton enregistrer ici pour tout simplement apporter, modifier, c'est-à-dire apporter les modifications au niveau de ma base de données. D'accord? Donc, comme je vous ai déjà dit, je vais modifier, c'est-à-dire le comportement, je vais essayer de modifier le comportement. Voilà la flèche qu'on utilise pour modifier ou afficher les tâches et ainsi activer, désactiver l'ajout, la modification, la suppression au niveau de mon objet DataGrid View. Si je veux, dans le cas où je veux modifier les colonnes, c'est-à-dire dans le cas de la présentation, j'ai caché l'objet password, c'est-à-dire le champ password. Je cherche visible ici, donc je vais les trier par ordre alphabétique. Et visible, c'est pour false, d'accord? Et la colonne passe n'est plus visible sur mon application. Donc, on va essayer d'exécuter l'application dans son état actuel pour voir ce que ça va donner. Donc, voilà l'application. Donc, par la suite, je vais modifier les propriétaires de telle sorte à ce que l'application démarre au niveau du centre de l'écran, ainsi de suite. Ça, je pense que vous savez le faire. D'accord? Donc, voilà les données au niveau de mon application. Je peux me déplacer, ainsi de suite. D'accord? Je vais supprimer un enregistrement. Je vais fermer l'application. Je vais la relancer. Et comme je vous l'ai déjà dit, donc la suppression est effectuée au niveau de l'objet, c'est-à-dire dataset, localement et pas sur la base de données. D'accord? Donc, une fois que j'ai fermé, j'ai relancé l'application pour charger les données à partir de ma base de données, je retrouve toujours c'est-à-dire l'enregistrement que j'ai ajouté. D'accord? Donc là, on va ajouter un enregistrement. J'ai cliqué bien sûr sur le bouton ajouter. Je vais taper une idée. Le nom, je vais taper mon nom. Login, Sabri. D'accord? Je vais rétablir c'est-à-dire afficher la colonne passe parce que je n'ai pas encore ajouté des champs, des zones de texte. Donc, je vais relancer l'application. Donc, je vais ajouter un enregistrement. Sabri, Saber. Donc, le mot de passe, c'est 1, 2, 3. Donc là, il faut cliquer sur enregistrer pour sauvegarder au niveau de ma base de données. Donc, de même, je vais essayer de supprimer. Je vais supprimer ce premier et je vais le sauvegarder, c'est-à-dire faire le commit sur la base de données. Je vais fermer l'application, exécuter une autre fois, et on va voir que les modifications, c'est-à-dire l'ajout et la suppression, ont été réalisées au niveau de ma base de données. D'accord? Donc là, on va essayer plus ou moins c'est-à-dire ajouter les zones de texte, c'est-à-dire les zones de texte relatives, les zones de saisie relatives aux objets. Ce que je fais, c'est sur ma source de données, je vais localiser mes champs, mes attributs et les glisser sur la fenêtre.
sur le formulaire plutôt. Donc, je dois réorganiser ceci. Donc, voilà l'application. J'ai modifié c'est-à-dire j'ai changé la propriété texte du formulaire vers gestion utilisateur. J'ai plus ou moins essayé de réorganiser l'emplacement des contrôles. J'ai affiché, c'est-à-dire modifié c'est-à-dire le start position de la propriété du formulaire pour qu'il soit centré. J'exécute. Et voilà mon application dans son état actuel. D'accord? Donc, remarquez bien que le contenu des zones de texte change, c'est-à-dire c'est-à-dire pour chaque enregistrement sélectionné sur mon data grid view. Si j'ajoute, c'est-à-dire je clique ajouter, je peux saisir cette fois sur, sur les zones de texte. Donc là, j'ai ajouté donc, les informations. Je vais cliquer tout simplement sur enregistrer. Voilà les informations. Je peux modifier, c'est-à-dire les enregistrements. Je clique sur enregistrer, comme je peux le faire ici. Et donc, si je valide donc, les modifications, si je peux valider par le bouton entrée, mais les modifications sont sur le dataset et pas sur la base. Il faut toujours passer par c'est-à-dire cliquer sur enregistrer. Donc là, par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter les boutons, c'est-à-dire modifier et supprimer, et on va, c'est-à-dire parce que la suppression, ça ne donne pas c'est-à-dire le droit à l'utilisateur de choisir est-ce qu'il va valider la suppression ou bien la modification, de même que les modifications, c'est-à-dire je peux me tromper et cliquer et les enregistrements sont effectués au niveau de la base. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est ajouter des boutons et ajouter le comportement d'un pop-up message box de confirmation. C'est ce qu'on va faire par la suite. Donc, je vais ajouter deux boutons. Le premier pour modification. Je vais le nommer, donc toujours j'utilise la notation, c'est-à-dire btn, et pour l'opération, c'est maj, btn, delete, et suppression. D'accord? Donc, on va programmer c'est-à-dire le clic, l'événement clic. Donc, comme j'ai dit, on peut le faire sélectionner le bouton et sur l'onglet, c'est-à-dire la fenêtre propriété, l'onglet événement, je clique et je double-clique ici pour afficher sur, c'est-à-dire la fonction équivalente à l'événement clic, comme si je peux double-cliquer sur ce bouton directement. Et voilà donc le code lié à cet événement. Donc voilà le code, c'est-à-dire qui sera exécuté suite à l'événement click. Donc utiliser un message box show, un dialog results pour capturer ce qu'a cliqué l'utilisateur. Donc si c'est OK, je vais valider les contrôles, c'est-à-dire les modifications apportées sur les contrôles seront répertoriés sur l'ensemble. Je vais exécuter un edit pour dire qu'on termine la modification au niveau de binding source et je vais modifier, c'est-à-dire apporter les modifications au niveau de données, c'est-à-dire les modifications effectuées sur l'objet dataset. Dans le cas où l'utilisateur tape, c'est-à-dire non, annuler la modification, je vais annuler, c'est-à-dire la modification apportée. Donc, je vais exécuter. Remarquez bien, parce que je suppose que je vais ajouter un E ici, d'accord?
je vais, c'est-à-dire me déplacer vers ce contrôle. D'accord? Et je vais modifier. Donc, là, si, si, si par exemple, je tape Entrée, donc remarquez bien que les modifications sont effectuées ici. D'accord? Je vais cliquer sur le bouton Modifier avec le code que nous avons inséré pour la validation. Donc, un message box. Voulez-vous modifier? Si je tape Annuler, automatiquement, toutes les modifications qui ne sont pas encore validées seront annulées. D'accord? Donc, je vais ajouter le E et je vais modifier et c'est OK. D'accord? Je vais fermer. Voilà les modifications qui sont effectuées. Donc là, on va passer vers, c'est-à-dire le deuxième bouton qui est le bouton de suppression, pour faire la même chose. Donc, on va faire la même chose, un message box, un pop-up. Est-ce que vous voulez supprimer l'enregistrement? OK, cancel. Si c'est OK, on valide, sinon on ne fait rien. Donc, voilà. Donc, par exemple, je vais supprimer ceci. Donc, supprimer, oui. Si c'est non, rien ne sera effectué. Si c'est oui, c'est OK. Ça marche. Donc, contrairement à ça, à ce bouton plutôt ça, suppression du navigateur, Bind Navigator, c'est que je supprime directement. D'accord? Bien sûr, euh, je peux ne pas enregistrer, mais il faut fermer l'application et la rouvrir pour voir les modifications. Donc, comme j'ai dit, donc là, on va désactiver les modifications au niveau c'est-à-dire c'est-à-dire ne pas permettre l'ajout, ni la modification, ni la suppression au niveau de mon objet DataGridView. Et de même, je vais cacher mon mot de passe. Donc, visible false. C'est bon. Et je vais chercher mon password. Où est-ce qu'il est? Donc, je dois cliquer sur les propriétés au lieu des événements. Et password char. Et je vais taper étoile. Je peux faire n'importe quel caractère. Donc voilà, et j'ai pu fermer ceci. Donc là, par la suite, ce qu'il nous reste, c'est-à-dire la barre de recherche de tout de suite, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, nous allons ajouter une zone de recherche utilisant, donc c'est-à-dire on va ajouter une nouvelle requête, tout simplement. C'est fil par défaut, comme on a déjà vu dans le mode connecté. C'est le fil qui est utilisé, c'est select étoile, son prédicat, c'est-à-dire son condition de where. Et là, on va ajouter une condition de where, c'est-à-dire on va essayer de filtrer les utilisateurs par nom, par exemple. D'accord? Pour le faire, donc comme j'ai dit, on va ajouter une nouvelle requête. Donc, soit on va cliquer sur la flèche du contrôle data grid view et ajouter une requête, ou bien on peut le faire ici sur l'objet, le binding source, ajouter une requête. Donc, les deux, ça nous ramène à la même chose. D'accord? Donc, voilà, on va choisir donc notre. Donc, si on a plusieurs tables, c'est-à-dire là, j'ai ajouté une seule table qui est user. Si on a plusieurs tables, on va les retrouver ici. Donc, le nom de la requête, c'est fillby. Je peux la modifier, c'est-à-dire je peux utiliser, je ne sais pas, rechercher, ce que je veux. D'accord? Je vais laisser le fil by comme ça. D'accord? Voilà la requête select par défaut. D'accord? C'est étoile ou bien c'est une requête select, tout simplement.
Donc, on va jouer sur le champ, c'est-à-dire le champ. Donc, je vais, dans les slides, j'ai utilisé non. Donc, je vais utiliser name pour voir l'impact de ce name. D'accord? Ce name, ça sera le nom de l'argument à passer à la méthode fillby et sera utilisé comme étiquette de la zone de recherche qui sera ajoutée à mon application en tant que toolstrip. D'accord? Je vais valider. Donc, il y a une erreur ici. Donc, j'ai oublié le where. Donc, voilà. Non. Donc, comme j'ai dit, là, c'est une égalité qui ne prend pas, qui prend la casse c'est-à-dire en considération, c'est-à-dire il va faire la différence entre majuscules et minuscules et il faut vraiment chercher, c'est-à-dire respecter à la lettre, c'est-à-dire les majuscules et minuscules. Donc, ce qu'on fait en général, soit on force le majuscule ou bien le minuscule. Donc, soit upper, soit lower. En même, c'est-à-dire que je vais forcer le non saisi A majuscule et je vais forcer la recherche au niveau de l'attribut A majuscule. Donc, je clique et voilà. Donc là, remarquez bien que ce contrôle a été ajouté en haut, il a caché. Donc là, on va c'est-à-dire on clique sur flèche pour afficher les tâches du toolstrip et on va le mettre en bas. Donc en bottom, et le voilà. D'accord? Remarquez bien que name ici, c'est parce que j'ai fait nom égale à name. Donc name, c'est le nom de l'argument à passer. Donc ça n'a rien à voir avec, je peux choisir n'importe quel identifiant. D'accord? N'importe quel identifiant, c'est ça. J'ai choisi name pour vous montrer que c'est le nom de l'étiquette de la zone de texte qui sera affichée ici. D'accord? Et la méthode, c'est-à-dire le bouton, ça, c'est un bouton qui est de type toolstrip button. D'accord? Je vais modifier c'est-à-dire l'étiquette ou bien le texte à recherche, tout simplement. D'accord? On va tester directement. Donc, Ilham, c'est avec I majuscule. Je vais utiliser, c'est pour vous montrer que le fait d'effectuer des recherches, je vais ajouter un enregistrement comme ça. Ajouter un troisième plutôt. Donc, je vais chercher ce nom, comme j'ai dit, donc le fait pour voir l'impact de forcer vers majuscule ou bien minuscule. Donc, voilà mon enregistrement. Si je n'avais pas mis c'est-à-dire j'ai pas forcé le upper, je ne vais pas retrouver cet enregistrement parce qu'il va faire c'est-à-dire la comparaison caractère par caractère en respectant les majuscules et minuscules. Donc là, le problème avec ceci, c'est que je ne peux pas charger la totalité de ma dataset. D'accord? Si je laisse vide, donc automatiquement, il va chercher une chaîne de vide et il n'en trouve pas. Donc là, c'est un problème avec ce strip. Ce qu'il faut faire, c'est personnaliser encore ce contrôle afin de pouvoir récupérer l'ensemble de mon contrôle. D'accord? C'est ce qu'on va faire. D'accord? On va, c'est-à-dire modifier le comportement du clic. J'ai double-cliqué pour afficher. Donc voilà le code qui a été ajouté par l'assistant par défaut. Donc voilà le paramètre. D'accord, voilà la signature, c'est name, c'est comme argument. Et voilà la zone de texte. Donc là, ce qu'on va faire,
c'est d'ajouter. J'ai dit que ce qu'on va faire, c'est d'ajouter le code de telle sorte à ce que si la zone de recherche elle est vide, c'est-à-dire non vide plutôt ici, je vais faire appel à la file by pour effectuer des recherches, la recherche sur le nom, d'accord? Sinon, si je tape rechercher et en laissant la zone de texte, c'est-à-dire la zone de recherche vide, je vais récupérer l'ensemble des données à partir de, c'est-à-dire je vais remplir mon objet table du dataset avec la méthode fill, c'est-à-dire select étoile from, tout simplement. Donc voilà, donc Sabri, minuscule, je vais chercher. Donc voilà mon enregistrement, mes enregistrements. Et si je tape, donc je reviens vers l'état initial avec, c'est-à-dire la dataset est récupérée et remplie par l'ensemble des données à partir de la table de la base de données. Donc je pense que c'est une interface qui est assez complète. On y trouve le tout, c'est-à-dire pour faire des gestions. On peut faire autant d'interfaces que de tables, on peut faire les liens, on peut faire ce qu'on veut. D'accord? L'essentiel, c'est que cet outil nous permet, bien nous apporte, c'est-à-dire une souplesse de création d'interfaces graphiques pour gérer des bases de données de manière simple et facile. J'espère que j'étais clair et que ça va vous aider si vous décidez un jour de développer des applications interface graphique pour la gestion des bases de données. À la prochaine.